Ok, donc là on est sur le cours numéro 2. L'objectif de ce cours, c'est quoi? C'est de comprendre qu'est-ce qu'un paradigme, comprendre la nécessité de penser en système. On va introduire les définitions, on va donner une vue d'ensemble, une exposition de la nomenclature, on va parler des termes paradigme, ontologie, épistémologie, axiologie. Pourquoi? Parce que ça, c'est des termes qui vont revenir tout au long du programme et qu'il faut absolument qu'on maîtrise. Donc qu'est-ce qu'un paradigme? Donc un paradigme, c'est un ensemble cohérent de principes ontologiques, épistémologiques et axiologiques qui déterminent comment une société perçoit la réalité, produit du savoir et définit ses valeurs. Donc, je vais simplifier là cette première ligne pour ontologique, épistémologique, axiologique, parce que c'est des mots qui font un peu peur et qui sont un peu barbares. Dites-vous, ontologique, c'est la aqida, c'est les croyances, c'est la conception du réel, la conception du soi. Qu'est-ce qu'on croit comme étant, comment on se perçoit, qu'est-ce qu'on croit comme étant le réel, etc. Donc, en philosophie, on utilise ce terme pour dire, c'est pas la théologie qui concerne seulement le théos, théos, ça veut dire Dieu, donc qui concerne seulement la relation au divin, la croyance par rapport au divin. L'ontologie, c'est plus large que la théologie, c'est-à-dire que ça englobe toute la perception du réel, d'accord? La perception du réel, la perception de soi, etc. Donc, nous, en fait, quand on parle de aqida, avec la terminologie islamique, et c'est important, on va faire ce parallèle entre terminologie occidentale et terminologie islamique. Quand on parle de aqida, on parle soit de la aqida, la croyance en Allah, ses sifat, etc., ses attributs, ses asmaul husna, etc. Mais on parle aussi de la croyance dans des choses qui ne sont pas Allah, c'est-à-dire qui sont du makhlouk, de la création. Par exemple, quelle est notre mission sur Terre? Ça fait partie de l'ontologie. Quel est notre rôle sur Terre? Ça fait partie de l'ontologie. Qu'est-ce que le ghaib, le monde de l'invisible? Ça fait partie de l'ontologie. Qu'est-ce que le Jannah? Ça fait partie de l'ontologie. C'est pas de la théologie à proprement dit, parce que la théologie, ça concerne le théos, donc Dieu, comme je vous disais. Donc c'est beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que ce terme-là, il est beaucoup plus pertinent pour faire la comparaison entre les deux paradigmes. Maintenant, le deuxième terme, épistémologie, on va les redéfinir après plus en détail. Là, je vous fais une définition simple. Épistémologie, c'est la méthodologie scientifique. D'accord? Donc c'est parce que la science, c'est pas neutre. La science, elle se base sur des fondements. Donc un paradigme n'est donc pas seulement une grille de lecture intellectuelle, mais c'est une matrice globale qui façonne la pensée, les institutions et les comportements d'une civilisation. Donc selon Davutoglu, c'est un des auteurs qu'on va étudier beaucoup dans les premiers cours. Le conflit entre civilisations est avant tout un conflit de paradigme. C'est-à-dire que c'est pas un conflit historique politique, c'est avant tout un conflit de perception du monde, perception de soi et de conception du monde qui sont concurrentes, qui sont alternatives, qui sont irréconciliables. Donc les trois grandes définitions après paradigme. Donc je récapitule le paradigme, on va revenir dessus juste pour pas aller trop vite. C'est un ensemble cohérent de principes et c'est une matrice globale qui façonne la pensée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, dans ces cours-là, dans Nizamiya, dans ce programme, notre but, ça va être de comparer le paradigme occidental et le paradigme islamique et de comprendre que ce sont des systèmes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils ont une cohérence interne, mais ils sont irréconciliables, d'accord? Ça, je vous le pose là, mais on va le prouver au fur et à mesure des cours. Donc, pour ceux qui croient encore que les deux sont conciliables, restez jusqu'au bout et vous comprendrez, enfin jusqu'au bout, on va peut-être pas tout voir dans ce cours-là, c'est sûr, mais vous comprendrez pourquoi ils sont irréconciliables. Voilà. Donc, les trois termes, on va dire, on pourrait structurer le paradigme selon ces trois termes. Disons que c'est le minimum de ce qui constitue un paradigme. Ontologie, épistémologie et axiologie. On va les définir. Voilà. Donc, c'est le cadre intellectuel structurant qui repose sur ces trois piliers. Ontologie répond à la question qu'est-ce qui existe réellement? Qu'est-ce que le réel? Chaque paradigme définit ce qui est considéré comme réel et existant. Par exemple, le paradigme islamique affirme que la réalité ultime est Allah et qui est au-delà du monde visible, qui est au-delà de la création et que toute existence est subordonnée à sa volonté. Donc ça, c'est notre vision islamique. Le paradigme matérialiste, qui domine en Occident, considère que seule la matière est réelle et que toute explication doit être fondée sur des phénomènes mesurables. D'accord? Donc ça, par exemple, l'âme, c'est une question qui se pose presque pas dans le paradigme occidental. Le monde invisible, la vie après la mort, etc., c'est des questions qui sont omises, qui ne font pas partie du réel. Donc ça a des conséquences qui sont énormes sur la perception du monde, sur les conséquences sur qu'est-ce qu'on conçoit comme étant vrai, qu'est-ce qu'on conçoit comme étant scientifique, etc. Donc ça nous amène à la question suivante. L'épistémologie, c'est comment acquiert-on le savoir? D'accord? Donc un paradigme détermine quelles sont les sources de connaissances acceptables et légitimes. En d'autres termes, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est acceptable et légitime comme source de savoir? Dans le paradigme occidental moderne, généralement, on a l'empirisme, donc l'expérience, et la rationalité scientifique, qui sont les principales sources légitimes de savoir, qui relèguent la révélation au domaine de la subjectivité individuelle. La révélation, elle est soumise à l'empirisme et à la rationalité en Occident. C'est-à-dire que si elle n'est pas compatible, tant pis. C'est une subjectivité individuelle, etc. C'est pour ça qu'on a eu, à une époque, un grand clash entre la vérité religieuse chrétienne et la vérité scientifique occidentale. Ce qui ne s'est pas produit en islam, parce que, alhamdoulilah, nous, on n'a pas d'incohérence dans notre système de pensée, on n'a pas de contradiction, et on va expliquer pourquoi avec le système épistémologique islamique. Donc, dans le paradigme islamique, c'est la révélation, le wahi, qui est la source fondamentale de savoir. Notre mesure, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna, bien entendu. Aux côtés de la raison, du aql et de l'expérience et d'autres sources épistémologiques. Mais voilà, grosso modo, on a, nous, la révélation qui est au-dessus de tout. Et ensuite, on a le reste. Donc, on n'a pas de problème d'incompatibilité des sciences. Troisième point, du coup, l'axiologie. Quelles sont les valeurs fondamentales? Donc, un paradigme fixe également un cadre de valeurs et d'éthique, pardon. Donc, le paradigme occidental met en avant l'individu. C'est ça qu'on appelle l'humanisme. En fait, l'humanisme, c'est un gros mot. Et j'insiste sur le fait que c'est un gros mot. Faire très attention quand vous utilisez
utiliser le terme humaniste et surtout pas vous qualifier d'humaniste. Pourquoi? Parce que l'humanisme, avant tout, c'est une vision du monde qui considère que l'homme est au centre de toute chose, que l'homme est la mesure de toute chose. Et c'est plus Dieu la mesure de toute chose, c'est plus Allah la mesure de toute chose. Donc surtout, faites très attention quand vous ne connaissez pas une notion comme ça qui a un passif intellectuel, philosophique, scientifique, parce que si vous dites je suis humaniste, vous êtes en pleine contradiction avec votre islam. L'individualisme, c'est la suite de l'humanisme. Puisque l'homme est la mesure de toute chose, alors l'individu est la mesure de toute chose. Et puis, puisque l'homme est la mesure de toute chose, on a eu le féminisme, par exemple. C'est-à-dire que les femmes qui veulent non pas se comparer à un absolu, etc., s'élever spirituellement comme dans l'islam, mais qui veulent ressembler à l'homme. Pourquoi? Parce que la mesure de toute chose, c'est qui? C'est l'homme. On a eu le racisme aussi, conséquentiellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mesure de la valeur des êtres humains autre que il faut prendre une référence. Et c'est qui la référence? C'est ceux qui ont inventé l'humanisme. C'est l'homme blanc. D'accord? Donc l'homme blanc, il est l'idéal à atteindre. Tant par les femmes qui veulent ressembler à l'homme et les qui ne sont pas blancs qui veulent ressembler aux blancs. Tout ça, c'est une conséquence du paradigme occidental. Le paradigme occidental met en avant l'individualisme, la liberté et le progrès matériel comme valeur suprême. Le paradigme islamique valorise al-haq, donc la vérité absolue, qui a cessé d'exister d'ailleurs dans la postmodernité, ça on en parlera plus tard peut-être. Al-adl, la justice divine, et al-ukhuwa, la fraternité basée sur la foi. Donc ça, c'est des exemples de valeurs. Nous, à l'inverse de l'individualisme, on a une conception qu'on pourrait qualifier de communautariste. Pas dans le sens qu'on comprend culturellement en Occident, mais dans le sens vraiment idéologique. C'est-à-dire que nous, on fait passer le groupe avant l'individu, que ce soit dans les lois, etc. La préservation du groupe, elle est plus importante que l'individu. Donc ces trois dimensions, elles sont vraiment interconnectées et elles forment un tout cohérent. Un changement dans l'un des trois transforme les autres, d'accord? Donc généralement, faut s'imaginer un peu comme une cascade logique. Nos croyances ontologiques déterminent notre méthodologie épistémologique. Et notre méthodologie épistémologique, elle a des conséquences sur comment on conçoit les valeurs. On va étudier un peu, quand on fait le premier chapitre de Davutoglu, pourquoi l'Occident, il est devenu complètement incohérent avec ce système-là, et pourquoi, quelles sont les limites. Et vous verrez, en fait, ce qui est très intéressant ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce cours, c'est que quand vous étudiez l'occidentologie, c'est-à-dire l'analyse de l'Occident d'un point de vue islamique, vous vous rendez compte à quel point, en fait, les idéologies, le paradigme occidental, il est faible. Les bassites, il est ridicule, d'accord? Il s'est imposé par la force et du coup, il est dominant. Mais d'un point de vue intellectuel, si on regarde les fondements, ça tient pas debout. Et ça, c'est super intéressant c'est ce qu'on va démontrer et ça va, je l'espère, je pense, beaucoup vous aider dans votre foi. Car moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma foi, à vraiment comprendre beaucoup de choses. Et beaucoup de savants disent on en a parlé un peu lors du dernier cours, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, que la première partie de la aqida, c'est la ilaha. Et ensuite, c'est illallah. C'est-à-dire quoi? La première partie de la aqida, c'est ôter les mauvaises croyances pour affirmer les bonnes croyances. Donc nous, ce travail-là qu'on va faire dans ce cours cette année, grosso modo, c'est d'ôter les mauvaises croyances. C'est de déconstruire, de détruire, de vous faire comprendre à quel point le paradigme occidental, il est petit. À quel point il tient pas la route. Pour que vous soyez certain de la force, de la puissance et de la cohérence du paradigme islamique. Et que vous soyez dans une logique, du coup, a posteriori, positive, affirmative je veux apprendre illallah, je veux apprendre l'aqida islamique, je veux apprendre mon din, je veux apprendre à remplacer ce paradigme occidental qui m'a été enseigné toute ma vie, dans lequel je baigne, par un paradigme islamique. Un paradigme comme ensemble cohérent de principes ontologiques, épistémologiques et axiologiques, qui détermine comment une société perçoit la réalité, produit du savoir et définit ses valeurs. Donc là, vous voyez, c'est la parallèle en fait. Perception de la réalité, c'est ontologie. Production du savoir, c'est épistémologie. Définition des valeurs, c'est axiologie. Donc, perception de la réalité. Donc, une société fonctionne selon le paradigme qui est la structure. La société occidentale sécularisée, elle perçoit la réalité comme un espace neutre où l'homme, il est autonome et libre de créer son propre sens. On a dit, l'humanisme, c'est la mesure de toute chose, c'est l'homme. Dans une société islamique, on perçoit le monde comme un champ d'épreuves où les actions humaines ont des conséquences spirituelles et eschatologiques, c'est-à-dire elles ont des conséquences sur notre futur. Ensuite, production du savoir. Dans une société occidentale moderne, le savoir, il est produit par la méthodologie scientifique et vise principalement l'exploitation matérielle du monde. Ça, c'est le capitalisme, l'innovation technologique, etc. Dans une société islamique traditionnelle, la science, elle est subordonnée à la révélation et cherche à comprendre la création en reconnaissant son lien avec son créateur. Et souvent, on va utiliser la science comme véhicule, comme moyen d'avancer, en fait, la volonté d'Allah. L'économie, la politique, les découvertes scientifiques, etc., ils n'ont qu'un objectif, c'est satisfaire Allah, s'en rapprocher et accomplir sa volonté sur Terre. Définition des valeurs. Dans le paradigme occidental moderne, les valeurs évoluent en fonction des normes sociales et des changements culturels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la subjectivité des valeurs. Plutôt les valeurs positivistes, c'est-à-dire qu'on affirme les valeurs, c'est à l'opposé des valeurs naturelles qui sont révélées, elles sont là, on peut pas les changer. Donc dans le paradigme islamique, la morale elle est définie par la révélation et l'exemple prophétique. Uswatun hasana. On a des valeurs qui sont objectives, c'est-à-dire c'est les valeurs que Allah nous a révélées. Allah, il n'est pas sujet. Objectif, subjectif, c'est ça. Sujet, c'est moi j'ai une perception de qu'est-ce que doivent être les valeurs. Younes ici, il a une perception de ce que doivent être les valeurs. Sarah, elle a une perception de ce que doivent être les valeurs.
c'est subjectif. Chaque sujet, il a sa perception. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a une compréhension de l'objectivité des valeurs. Pourquoi? Parce que Allah, c'est le Khaliq, c'est celui qui a créé le makhlouq, donc la création, et donc c'est lui qui a dit, c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est mal. Et il sait mieux que nous. Et il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait ce qu'on cache, il sait le futur, il sait le passé, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il se peut que vous détestiez quelque chose qui n'est pas un, ou que vous réprouviez quelque chose qui n'est pas un, qui est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose qui est un mal pour vous. Et certes, Allah sait ce que vous ne savez pas. Déjà, on parle de ce principe-là. L'homme moderne, lui, il pense l'inverse. Il pense, moi, je peux être savant, suffisamment intelligent, suffisamment cultivé pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. On voit aujourd'hui un peu les limites, parce que déjà, les hommes, ils sont beaucoup moins, ils sont devenus feignants, donc ils sont beaucoup moins intellectuels, beaucoup moins capables qu'ils l'ont été à un moment donné. Et donc, les valeurs, on voit très bien elles mènent à rien et qu'aujourd'hui, l'Occident aussi démontre ses limites. On a dit, un paradigme, c'est pas seulement une grille de lecture intellectuelle, c'est une matrice globale qui façonne la pensée, les institutions et les comportements d'une civilisation. Il se limite pas à des limites abstraites, il structure l'ensemble de la vie sociale, politique et économique. Tout ça, c'est des conséquences, en fait, des trois axes principaux qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'il a structuré notre façon de penser, il va structurer notre façon de faire les choses. Ça vous est déjà arrivé parfois dans un débat, vous vous rendez compte que c'est impossible de débattre avec la personne en face, pas parce qu'elle est de mauvaise foi, hein, mais c'est parce qu'elle a une compréhension des choses et un contexte qui est tellement différent du vôtre, par exemple contexte, je sais pas, culturel, ou je sais pas, ou une expérience de vie, une expérience dans la famille, etc., qui est tellement différente que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous pensez complètement différemment. Par exemple, une personne elle va valoriser quelque chose, pour elle, c'est pas négociable. Et pour vous, vous allez être convaincu de quelque chose d'autre, c'est pour vous que c'est pas négociable. Et elle a des explications, elle est convaincue, vous avez des explications, c'est que vous êtes convaincu. Bah, c'est ça, en fait, un paradigme. D'accord? Et même nous, on pourrait croire, oui, mais notre système de valeurs, il est universel. C'est pour tout le monde. En réalité, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on a des valeurs qui ne sont explicables que par Qala Allah wa Qala Rasoul. Allah a dit et le messager a dit. Certaines, on peut les rationaliser, certes. Certaines, on peut comprendre la sagesse, certes. D'autres, on peut pas. Donc, essayez de rationaliser l'islam et dire l'islam, il est parfait, il est cohérent. Certes, on croit qu'Allah, il nous a révélé quelque chose de parfait. Allah, il est parfait. Et il nous a dit, voilà, Samirna wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Mais il y a des parties des valeurs dans l'islam, ben, on ne sait pas la sagesse. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas les expliquer rationnellement. Donc, comment vous voulez expliquer ces choses-là à un non-musulman? Comment vous pouvez lui prouver que c'est vrai, à part il faut croire en Allah et son messager? C'est impossible. Et ça sert à rien d'essayer, hein. Ou ça sert à rien, même, c'est même pire que d'essayer de dire non, mais ces valeurs, on peut les éliminer, on les enlève de l'équation. Là, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلا أشد العذاب. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Quel sera le châtiment de ceux qui agissent ainsi parmi vous? Sinon, l'ignominie, c'est-à-dire l'humiliation dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur des châtiments. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Donc la pensée conditionne les manières de raisonner, d'interpréter le monde. Exemple, le tawhid dans l'islam implique une vision unifiée du monde et une cohérence entre foi, éthique et politique. Donc nous, on a une vision unifiée du monde avec une cohérence entre foi, éthique et politique. À l'inverse, le dualisme cartésien, donc séparation du corps et de l'esprit, ça a influencé la pensée occidentale et la division entre sciences dures et sciences humaines. Et on parle même pas de sciences religieuses. Là, je parle juste de sciences dures, sciences humaines. Ensuite, les institutions. Un paradigme, il structure le système politique, économique et éducatif. Exemple, une civilisation islamique traditionnelle, elle privilégiera la charia comme cadre juridique. Une civilisation occidentale moderne mettra en avant la souveraineté populaire et le droit positif. On expliquera ce que c'est souveraineté populaire et droit positif. Il y a ça fait partie vraiment des fondements institutionnels qui sont aux antipodes du paradigme islamique. L'idée de démocratie, souveraineté du peuple, etc. L'idée de droit positif, l'idée de faire la loi nous-mêmes, de penser la loi nous-mêmes, tout ça, c'est des fondements en totale opposition avec le paradigme islamique. Et malheureusement, nous, parfois, qu'Allah nous pardonne, on s'attache à ces choses-là, on s'identifie à ces choses-là, on justifie des choses par ces choses-là. Ensuite, les comportements. Donc, le paradigme influence les actions des individus. Donc, les comportements. Donc, un paradigme influence les actions des individus. Exemple, dans le paradigme islamique, la richesse est une amana, un dépôt confié par Allah et doit être redistribué. Zakat, sadaqa, waqf, etc. Waqf, on en parlera, c'est aussi très intéressant d'un point de vue conception du système économique, etc. Et dans le paradigme capitaliste, la richesse est une propriété individuelle maximisée par le marché.